Supprimer les ingrédients controversés, oui, mais à quel prix? On en parle aujourd'hui à la tribune de Cial TV, avec un tour de table prestigieux. Merci messieurs d'avoir accepté de témoigner ce jour. Alors à la tribune, pour en parler, eh bien Serge Papin, doit-on vous présenter? Merci, je crois que vous avez pris, c'est un aller-retour ultra rapide. Merci d'être venu spécialement pour le Cial. Vous êtes, pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas, le président directeur général de Système U, une belle aventure dont j'espère vous aurez aussi, même si ce n'est pas totalement le sujet, l'occasion de nous en dire quelques mots. Michel Foucault, bonjour, vous êtes secrétaire général C2IA, Commission internationale des industries agricoles et alimentaires. Votre témoignage dans quelques instants. Claude Gruffat, bonjour, vous êtes président de Biocop. Et Bastien Sachet, bonjour, vous êtes directeur environnement, énergie renouvelable de Forest Trust. Voilà, alors le sujet, il est simple. Il a, à en juger par le monde qui assiste en direct à cette émission, attiré évidemment beaucoup d'acteurs de la filière agroalimentaire. Il fait couler beaucoup d'encre. Supprimer les ingrédients controversés, oui, mais à quel prix? J'ai eu la chance ce matin, en préparant l'émission, d'avoir au téléphone Mathieu Lambeau, le boss de Findus, qui lui s'est effectivement aussi très tôt bien engagé dans la suppression, par exemple, des huiles de palme. On va parler de cet ingrédient avec d'autres. Et lui a pu faire, je dirais, la démarche. Allez, je décide. C'est plus simple quand on est un producteur agroalimentaire, on choisit ses fournisseurs, on a un cahier des charges. Plus compliqué quand on est dans la distrie, etc. C'est un engagement. Alors, ce sera évidemment ma première question, sans grand formalisme, ou peut-être commencer avec vous, Sébastien Sachet. Bon, les points clés, expliquez-nous un petit peu à camper le sujet et le débat. Alors, pour résumer un petit peu la question de l'huile de palme, on a affaire à une culture mondialement qui est en expansion depuis les années 70. Hein. Dans les années 70, on avait peut-être 2 à 3 millions d'hectares d'huile de palme dans le monde. Aujourd'hui, on en a plus de 20 millions d'hectares. La croissance a été exponentielle parce que c'est une huile peu chère, c'est une huile qui convient aux besoins alimentaires et aux besoins de l'industrie alimentaire. Et donc, c'est une huile qui a conquis un peu le monde de cette manière. Ouais, à première vue, elle n'avait que des qualités. Voilà, c'est ça. Alors, comme toute expansion frénétique, elle a ses côtés négatifs. Et l'un des côtés principaux qu'on remarque, c'est la déforestation. La déforestation, l'expulsion des gens sur les plantations, en Indonésie principalement, mais bientôt en Afrique. Et c'est cette question qui est principalement posée, je dirais, la question environnementale, qui aujourd'hui est un des majeurs contributeurs à la déforestation. Donc, expansion frénétique, expansion industrielle. On est passé d'une culture qui était extrêmement traditionnelle à une culture industrielle, et donc avec tous les points d'interrogation que cela peut susciter. Alors, les points d'interrogation sont là. On vit dans un monde où le consommateur est roi, il s'exprime. Aujourd'hui, il est connecté avec son petit smartphone, il fonctionne sur les réseaux sociaux. Certains deviennent activistes, etc. Alors, on est dans cet univers, patron, allez, au hasard, d'une grande enseigne de distri. On est soi-même distributeur au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle a été, vous, messieurs, votre position, votre réaction par rapport à ce sujet, pour commencer à parler d'huile de palme, par exemple? Serge Papin. Bien, alors, sur l'huile de palme, je ne voudrais pas qu'on reste, qu'il y ait le débat que là-dessus. Enfin, juste quand même pour info, parce que moi, hier, j'étais au tribunal de commerce de Paris, puisque nous sommes attaqués par l'association des producteurs de Côte d'Ivoire, contre laquelle, bien sûr, nous n'avons rien du tout. Et j'imagine qu'il y a, vous êtes attaqué suite à quoi, justement? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Parce que il y aurait, parce qu'on en fait un ingrédient qui est controversé pour les raisons que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire l'excès d'utilisation d'huile de palme déforeste les forêts primaires en Indonésie et en Malaisie, avec pour ceux qui ont vu le film Green, la mort des derniers orang-outans, et les choses sont en train de se passer en Afrique, comme vous l'indiquez. Donc nous, on n'a pas voulu se mettre sur le registre de la santé, mais au moins sur le registre du respect de l'environnement. Il nous semble que ce qui est excessif va pas dans le bon sens. Donc c'est pour amener un petit peu de
comment dirais-je, de régulation. Voilà, Et donc on a pris, donc fort de ça, on a pris un certain nombre d'engagements au niveau de l'enseigne. Et par exemple, on a enlevé toute l'huile de palme, au moment où on se parle, on a enlevé toute l'huile de palme de nos produits bio. C'est-à-dire dans la gamme U-Bio, il n'y en a plus. Et une grande partie aussi des produits U conventionnels sont non plus d'huile de palme. Mais au-delà de ça, si vous voulez, pourquoi on prend cette posture? D'abord parce que nos clients nous le demandent. Évidemment, on est des commerçants, on a des convictions, mais on n'irait pas à l'inverse d'une opinion dominante des clients. C'est-à-dire qu'il y a une lucidité chez les clients qui associe la façon dont ils mangent à la façon dont ils se portent bien, à la façon dont l'environnement est respecté, à la façon dont le producteur est respecté, etc. etc. Donc on a pris, à ce titre-là, un certain nombre d'engagements. On a voulu développer le bio, moins que nos amis de chez Biocop, mais quand même, on est très présent sur ce sujet. Mais surtout, on essaie de trouver ce qu'on appelle une troisième voie entre le conventionnel qui a plein d'inconvénients et le bio qui est peut-être un peu trop élitiste. On dit trouvons une troisième voie qui va faire en sorte qu'on puisse avoir des produits qui soient des produits sains. Et donc, on a un certain nombre d'ingrédients dont on se dit qu'à court ou moyen terme, on veut en débarrasser nos produits. Donc on a été les premiers à enlever les parabènes, on a été suivis après par L'Oréal et Beiersdorf, on était les premiers à le faire. On s'est prononcé contre le bisphénol pour l'enlever de nos tickets de caisse, même si ce n'est pas facile de l'enlever des boîtes de conserve, mais on va y arriver. On a pris position contre l'aspartame, contre l'huile de palme, et on veut faire en sorte, par exemple, qu'il n'y ait plus de résidus de pesticides visibles dans un certain nombre de produits U, et on va y arriver, et on va y arriver. Et on va y arriver. Michel, et attendez, les yeux. Et on va y arriver, et ça ne va pas coûter plus cher. C'est ça le défi. Parce qu'évidemment, tout le monde dit ça ne marche pas. Évidemment, on ne peut pas. La pensée, la résiliation, la pensée conventionnelle, évidemment, en plus portée par tous les lobbies des chimistes qui sont nombreux dans ce pays, dit mais oui, mais nous, on ne peut pas produire sans pesticides, on ne peut pas produire sans produits chimiques. Eh bien, si, on le peut. Et nous, on accompagne. Évidemment, ça demande plus de technologie. Le côté bizarre, c'est que moins on veut utiliser de pesticides, plus il faut faire appel à des savoir-faire, plus il faut faire appel à de la recherche, et il faut changer de paire de lunettes et changer de méthode. Il y a un certain nombre d'adeptes maintenant et de producteurs qui sont sur ces sujets-là, et on avance actuellement très vite, et on va avoir des réponses sur des sujets, par exemple, comme la pomme. On va avoir des réponses très vite, et dans quelques semaines, on aura une pomme qui sera débarrassée des 2/3 des intrants. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il fallait 18 molécules pour faire une pomme. On arrive à la faire avec plus que 4 et bientôt 0. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Demande du consommateur, mais volontarisme du distributeur, c'est effectivement un élément important à intégrer. Oui, très rapidement, Serge Papa. Claude Gu. Il n'y a plus de son. Mais justement, je trouve que ceux qui sont à même de changer les choses, et évidemment, j'ai une belle admiration pour le réseau Biocop, ceux qui sont à même de changer les choses, c'est justement les commerçants, parce qu'ils sont directement en lien avec les clients et ils sont capables de demander, de capter ce que veulent les clients, et c'est ça que veulent les gens. Merci beaucoup. Alors j'allais spontanément passer la parole à Claude Gruffin qui me dit non, il pointe du doigt. Alors effectivement, Michel Foucault, je vous passe la parole. Je vous ai vu hocher la tête, les yeux une ou deux fois. Alors réaction par rapport à ce sujet qui évidemment est important. Alors pour nous, dans le monde de la bio et particulièrement pour Biocop, notre grande modernité, j'ai envie de dire, c'est pas de supprimer les ingrédients indésirables dans les produits, c'est de ne pas les laisser rentrer. Et c'est ça le pari qu'on a fait il y a déjà plus de 30 ans dans le monde de la bio, c'est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'obtenir des produits par l'agriculture biologique, en se disant, mais les pesticides, finalement c'est quelque chose d'assez récent quand on y réfléchit. C'est pas quelque chose qui a toujours été utilisé pour pouvoir produire de l'alimentation à des fins de nutrition des populations. On a été capable pendant longtemps de produire de l'alimentation humaine sans pesticides, sans engrais chimiques. Et puis il se trouve qu'après la guerre, après les années 60, etc., on a reconverti
L'industrie de l'armement, sur le plan matériel, au lieu de faire des chars, on a fait des tracteurs. Sur un plan chimique, au lieu de faire de la poudre à canon, on a fait des engrais chimiques. Il a fallu reconvertir une industrie. On a bien compris où ça devait nous emmener, on a bien compris ce qu'il y avait à soutenir comme intérêt à ce moment-là. Ceci étant, c'était quoi, des phénomènes pour de les pensée sols, unique? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, on se dit stop, stop. C'était quoi? C'était du marketing avant l'heure et nous autres Européens, tout naïfs, nous laissant vendre. Il y avait un besoin, c'était de produire plus parce qu'on n'était pas en autosuffisance alimentaire chez nous. Donc, il fallait y aller. Il fallait y aller. On y est allé, mais on n'a pas su mettre le coup de frein au bon moment. À partir du moment où on est arrivé dans les moments de production excédentaire, à partir de la fin des années 80-90. Et où là, il aurait fallu quand même poser d'autres orientations. Mais ce que je voulais quand même dire, c'est que l'agronomie sait aujourd'hui produire des matières premières sans intrants chimiques. C'est aussi transformer, faire des produits transformés, élaborés, sans produits chimiques, qu'avec des produits naturels et biologiques. Et il faut quand même souligner le fait que c'est possible. Aujourd'hui, il y a une pensée collective qui a tendance à dire mais on ne sait pas faire ça, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Aujourd'hui, on a des centaines et des milliers de produits dans nos magasins bio qui sont des produits du monde de l'agroalimentaire et qui sont faits naturellement qu'avec des ingrédients biologiques. Et en fait, c'est en tout cas le challenge qu'on s'est donné chez Biocop, c'est d'avoir des produits 100% bio, c'est-à-dire, mais vraiment 100%, c'est-à-dire arômes compris, conservateurs compris, etc., etc. Et donc, je crois que les grandes orientations imposées, et quand on veut répondre effectivement aux vraies demandes du consommateur, pas celles qu'on crée, hein, aux vraies demandes du consommateur, c'est de leur donner des produits de santé, des produits qui sont simplement bons pour la santé. Et l'alimentation, à la base, c'est quand même le premier nutriment qui va faire l'état de santé de celui qui le consomme. Alors, donc un engagement important de masse, un engagement extrême, puisque vous êtes vraiment au niveau du bio, évidemment, au quotidien dans ces problématiques. On parlait, alors revenons peut-être quelques instants à l'huile de palme. Y aura-t-il quand même autour de la table un défenseur de l'huile de palme, notamment la Commission internationale des industries agricoles et alimentaires? Quel est son point de vue, Michel Foucault? A priori, je suis contre les essais. C'est-à-dire donc, par exemple, le bannissement, l'exclusivisme de tout produit. J'entends bien le discours contre les pesticides, contre les produits chimiques, etc. On en a quand même cité quelques-uns de dangereux. Mais attendez voir, l'huile de palme, ce n'est pas un produit chimique, c'est le produit naturel. Il se trouve que les découvertes archéologiques les plus récentes disent que les Africains en consomment depuis au moins 5000 ans. Hein, depuis au moins 5000 ans. Et pour un produit bio, essayez de mettre de l'engrais à 15 mètres de hauteur, vous m'en direz des nouvelles. Donc en l'occurrence, si vous voulez un produit bio, vous êtes sûr que vous aurez de l'huile de palme vierge bio. Hein, il aurait fallu aller monter là-haut, chercher son régime de fruits. Donc en l'occurrence, ce n'est pas le problème. Or pourtant, le discours à propos de la santé, puisque c'est un des éléments qui est pris en compte par les consommateurs, pas seulement français. Hier, j'interviewais une chypriote, et moi, je regarde la composition et tout ce qui a marqué huile de palme, je l'écarte. Ouais, or, il n'y a pas de risque sanitaire a priori. Il y a un risque, on pourra y revenir. Donc, en l'occurrence, il y a un aspect sur lequel personne ne parle, c'est l'aspect social. Savez-vous que, par exemple, en Côte d'Ivoire, 10% de la population vit de l'huile de palme? On est au cœur du débat. À quel prix? À quel prix? À quel prix? Et le prix, il est humain. Il peut être humain, en tout cas. Il y a le prix du consommateur. Il y a 5 millions de personnes en Malaisie, 5 millions de personnes en Indonésie qui vivent de l'huile de palme. Cet aspect-là, personne n'en parle. Hein? Or, si on voulait faire la compensation, qu'est-ce que vous allez donner aux Ivoiriens qui n'ont rien d'autre pour vivre que ça, comme ressource? Donc moi, personnellement... On est au cœur du débat. Non, mais personnellement, je vais reboucler avec l'intervention de notre ami protecteur de la forêt, parce que quand même, c'est un aspect important. Et moi, personnellement, et même je pense que la Commission, est tout à fait partisane de la démarche qui a été retenue par d'autres, plus pondérée, plus raisonnable, plus raisonnée, plus intelligente, c'est de dire le risque est effectivement sur le plan environnemental
de voir disparaître de forêts vierges, de voir transformer une forêt comme de vastes champs de maïs, puisque finalement, on va dire, c'est un petit peu de ce genre. Le risque, en fait, n'est pas limité à l'alimentation, parce qu'on a parlé, par exemple, de projets africains. Mais en fait, attendez voir, le palmier à huile est capable de produire 10 fois plus à l'hectare, 10 fois plus d'huile à l'hectare. C'est la plante la plus productive, celle qui transforme le mieux l'énergie solaire en énergie nutritive. Non seulement en énergie nutritive, mais en énergie récupérable comme carburant. Et les projets, ce n'est pas uniquement ça. Au Brésil, il y a déjà plusieurs projets d'agrocarburants avec l'huile de palme. Alors, ok, merci pour effectivement ces éléments importants. Alors, par rapport à ça, je vous ai vu nos invités réagir. Sébastien Sachet. Oui, alors la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que supprimer l'ingrédient va permettre de freiner la déforestation? Ce que vous disiez tout à l'heure, moi ce qui me préoccupe c'est la déforestation, donc j'arrête l'huile de palme enfin j'arrête une grande... Je continue. Et donc... Droit de réponse dans quelques instants. Et donc la question c'est est-ce qu'on supprime? En fait, supprimer finalement c'est éviter d'une certaine manière et c'est une démarche qui est louable, c'est-à-dire que c'est un choix d'enseigne et toutes les enseignes sont libres de faire leur choix, à mon avis c'est ça qui est important. Mais est-ce que supprimer va permettre de freiner la déforestation? Aujourd'hui, on attend d'ici à 2020 plus 65% de demandes en huile végétale parce qu'on a 3 milliards de personnes dans le monde qui vont entrer dans la classe moyenne d'ici à 2020. Comment est-ce qu'on fait pour approvisionner en huile végétale ces personnes? Il va y avoir de la déforestation. Que les enseignes françaises, anglaises ou néerlandaises choisissent ou non de faire de l'huile de palme, il va y avoir de la déforestation. Nous, l'angle qu'on a choisi, c'est de dire, avec les entreprises qui le souhaitent, il faut savoir d'où vient cette huile. Parce qu'elle vient quelquefois de petits producteurs, elle vient quelquefois de grandes entreprises qui déforestent, et elle vient quelquefois de grandes entreprises qui sont capables de transformer et de mieux produire. De produire avec moins d'intrants, avec moins de pesticides, en respectant la forêt, en respectant la biodiversité. En quelque sorte. Voilà, il faut savoir d'où les ingrédients viennent. Il ne faut pas chercher toujours à opposer. Il y a des choses qui peuvent se conjuguer. Et effectivement, ce qui nous inquiète quand on a pris cette position, c'est les excès. Ça paraît complètement excessif d'être aussi déterminé, par exemple, à éradiquer la forêt primaire pour mettre des palmiers. Vous voyez, c'est de l'excès. Donc on n'a rien. Ce qui est gênant, comme toujours, ce sont les excès. Et là, on en mettait partout, y compris dans des choses qui étaient faites autrefois avec d'autres ingrédients que l'huile de palme. Là, on en met parce qu'effectivement, économiquement, elle a plein d'avantages, etc. Mais si on laisse faire les choses, vous voyez ce que je veux dire? On ne prend pas nos responsabilités. Mais moi, je ne suis pas opposé à 100%. Je dis que ça peut se conjuguer. Et je suis pour la diversité, la biodiversité. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'on assiste après à 80%, par exemple, d'huile de palme comme ingrédient d'huile végétale. C'est uniquement ça. Mais il n'y a pas de volonté d'éradiquer, vous voyez. Et puis, ce qui n'est pas le cas des pesticides. C'est pour ça que, pour le coup, et je rejoins juste pour revenir sur le débat tout à l'heure, il me semble, je partage ce point de vue qui est de dire que peut-être à terme, on pourrait imaginer que les grandes matières premières soient faites sans intrants. Sauf que maintenant, je pense qu'il faut vivre une transition. Ce n'est pas facile de passer d'un état où on a été pratiquement utilisation tout chimique à tout bio. On est en train de faire la démonstration, par exemple, que dans le lait, je sais que Biocop est sur ce sujet-là, et nous aussi, on est en train de faire la démonstration en payant dignement les producteurs, 43 centimes d'euros le litre de lait, en payant correctement l'usine qui le transforme, 23 centimes d'euros, en payant la bouteille qui va être beaucoup plus légère, et en vendant ce litre de lait, 99 centimes d'euros. Donc pas plus cher qu'un lait de grande marque en conventionnel. Ce qui veut dire, et il y en a encore, on peut améliorer les choses, on peut gagner encore en productivité. Ce qui veut dire que, par exemple, sur le lait, qui est une grande matière première, on pourrait proposer un produit au consommateur qui, de mon point de vue, pourrait même descendre à entre 90 et 95 centimes d'euros, et avec une matière première qui est complètement bio, et dont toute la chaîne vit bien. On peut le faire dans la farine, on peut le faire dans d'autres produits. Ça veut dire que demain,
si on le décidait, les grandes matières premières alimentaires pourraient être travaillées, alors pas moins cher, j'en conviens, mais en tous les cas pas plus cher qu'une matière première conventionnelle, et satisfaire les gens sur le plan du plaisir, sur le plan de la santé et sur le respect de l'environnement. Je pense que c'est un engagement qui vaut le coup. Il faut simplement avoir l'humilité du temps et pas vouloir faire ça du jour au lendemain. Mais sur un plan à 10 ans, il me semble que si on avait une grande détermination, y compris des pouvoirs publics qui sont complètement sur ce sujet-là, mais non, parce que comme eux, il faut 10 ans et qu'ils sont réélus tous les 5 ans, le problème c'est qu'ils ne prennent pas d'engagement là-dessus. Et en revanche, si on avait les pouvoirs publics avec nous, je pense qu'on y arriverait. En tous les cas, il y a une vraie attente des clients citoyens sur ce sujet-là. Merci. On parlait du temps. Quand on parle de label de confiance, etc., là aussi, il faut imposer le label. Il faut que le label soit reconnu. Et là aussi, je pense que le facteur temps a son importance quand on parle de à quel prix. Mais peut-être une réaction tout de suite de Claude Gruffat, et puis je vous redonne la parole, Sébastien. Ouais, une réaction, moi je suis ravi que 25 ans de travail à dire qu'un autre champ de possible existait, et de vous avoir convaincu et d'avoir convaincu un grand patron de la distribution là-dessus me ravit tout à fait. Rapprochez-vous du micro, Serge Papin, peut-être quelques réactions. Alors, moi je voulais revenir sur l'aspect social. Quand on dit qu'il y a un aspect social, c'est vrai, il est important, je le partage complètement. Oui, mais attention, il ne faut pas se tromper. Quand on dit qu'il y a 5 millions de personnes qui dépendent de cette production-là, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quelques investisseurs qui sont allés investir dans ces pays-là et qui emploient une main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, avant, elle faisait quoi et comment on l'accompagne à autre chose? L'autre problème que vous n'avez pas soulevé sur un plan social, parce qu'il faut mettre le doigt dessus, et il est important cet aspect social, c'est les terres vivrières qu'on a pris à ces régions-là pour faire des matières premières et de la production de masse qui vont être consommées chez les riches dans les pays occidentaux. Ça aussi, et puis tous les aspects de monoculture qui appauvrissent les sols, etc., etc. Donc ça, c'est des aspects extrêmement importants. Et l'aspect social sur ces questions-là, nous, on y est très sensible, je la partage complètement. Il faut la pousser jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement, de reconversion. On ne peut pas rester dans cette situation de dépendance, d'avoir mis un ensemble de populations et des terres dans un système de dépendance comme ça. De quoi? Des marchés de l'Occident qui peuvent d'ailleurs bouger d'un jour à l'autre et s'effondrer, comme on l'a vu dans d'autres grandes matières premières, avec la crise du cacao à certains moments, avec d'autres crises, etc., qui ruinent complètement des économies en quelques semaines ou en quelques mois. Et l'effet de la monoculture. Et l'effet des monocultures et des productions de masse qui sont quand même importants. Donc oui, la biodiversité est importante, oui, il faut réaccompagner, et il y a des possibilités de réaccompagnement, et ce n'est pas les besoins de ces pays-là qui manquent. Donc le réaccompagnement, il y a un champ de possibles. Moi, je ne suis pas en train d'imaginer qu'il n'y a rien à faire et que les choses sont finies et qu'on est obligé de maintenir une production d'huile de palme de masse pour que ces gens puissent avoir du travail et un revenu. Alors, juste un point là-dessus, il faut quand même voir que l'huile de palme, elle est surtout consommée en Inde, en Chine, et ce n'est pas forcément des pays riches. Donc il y a une nécessité de production de masse. Cela dit, vous avez raison sur l'accaparement des terres vivrières, et c'est pour ça que les démarches d'innovation, comme celles que vous poussez en avant, qui visent à installer des cahiers des charges de production responsable, que ce soit de la pomme ou de l'huile de palme, sont des démarches qui sont intéressantes. Sur le bio, vous allez sous un angle, mais il y a d'autres angles d'innovation qui sont du conventionnel amélioré, de la réduction des intrants, etc. Et alors, je voudrais quand même poser une question, parce que je trouve que cette démarche d'innovation est extrêmement intéressante. C'est celle qui emmène tous les fournisseurs, c'est celle qui emmène les producteurs à rechercher des nouveaux moyens de produire, que ce soit en termes d'intrants, mais que ce soit aussi en termes de planification de l'usage de la terre. Et c'est ce qu'on essaye c'est ce sur quoi on travaille, par exemple, avec Nestlé. On essaye de voir comment les producteurs d'huile de palme peuvent développer une plantation sans polluer les eaux, sans expulser les gens des plantations et sans déforester, ou en n'utilisant que des terres qui sont dégradées. Donc ça, c'est l'innovation. Maintenant, une question pour revenir sur ce que vous disiez. Est-ce que communiquer de manière publique, comme certains distributeurs l'ont fait, sur le fait que je ne ferai pas d'huile de palme, ne prend pas le pas sur cette démarche d'innovation qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante à mettre en avant. Serge Papin, vous faites du greenwashing. Non. Est-ce que je caricature? Non, je dis pas ça. Droit de réponse instantané. Non, je dis pas ça. Je dis, est-ce que c'est pas un peu opportuniste de pousser cette démarche en avant? C'est pas du greenwashing, c'est du social washing, puisque là, on parle plus de conséquences sociales. Alors que je trouve que la démarche d'innovation profonde qu'ils sont en train de faire, elle est extrêmement intéressante.
Et je me dis finalement que cet équilibre que vous recherchez en disant oui, l'huile de palme, mais pas trop finalement, ce qui est ce que vous dites au fond, est-ce que ça ne mériterait pas d'être plus mis en avant? Parce que je trouve que c'est une réponse équilibrée et intéressante. Oui. Serge Papin. Oui, alors d'abord, encore une fois, nous ne sommes pas que sur l'huile de palme, puisqu'on a pris des positions. Voilà, on peut élargir à ce stade. Quand on prend des positions sur l'aspartame, et on est les premiers à enlever l'aspartame du soda, et on va sortir les yaourts à la stevia, donc sans aspartame, je peux vous dire qu'on est attaqué de toutes parts. Bien pire encore, peut-être, avec des gens qui ont encore plus de moyens, même si on est au tribunal pour l'huile de palme. Les leaders donc, mondiaux viennent du Japon ou d'autres pays, oui. donc ils ont des moyens financiers. Donc non, nous on a voulu, c'est une posture d'enseigne, c'est la posture aussi d'un groupement de commerçants indépendants. On est 1500 patrons et patronnes de magasins, on est 65 000 collaborateurs, on veut simplement faire notre métier plus dignement. Parce qu'il y a une lucidité. Avant, on ne savait pas, enfin, il y a quelques années, on ne savait pas tout ça. On ne savait pas que... non, mais pas aussi nettement que ça. Non, maintenant, le lien entre la santé et l'utilisation des pesticides, il est avéré. Le fait qu'utiliser l'huile de palme en monoculture a des inconvénients, c'est avéré. Regardez le film de Marie-Monique Robin qui est passé sur Arte et Les Moissons du Futur, sur par exemple l'autre façon de produire le maïs en faisant appel à la biodiversité, donc ce qui est une alternative aux OGM, etc. Pourquoi être dans la pensée unique? Nous, on s'est dit, ça nous paraissait, ces sujets-là, plus intéressants pour nos clients. Pourquoi on prend... Nous, c'est un engagement pas d'enseigne, c'est un engagement de gens, moral et humain. Moi, je suis porteur de ces convictions parce que j'y crois. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que ça résonne parmi l'opinion et nos clients. Donc, si on se met tous ensemble, si les clients demandent ça, si on arrive, parce qu'on peut tout changer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois, par exemple, vous savez, produire une pâte à tartiner sans huile de palme, on va le faire. On va le faire et on le fait avec une petite entreprise du Var où on va avoir une pâte à tartiner dans laquelle vous allez tomber dedans, tellement elle est bonne. Et il n'y a pas d'huile de palme, il y a 40% de noisettes. Et sur le plan nutrition, elle est meilleure qu'une grande marque dont je ne citerai pas le nom. Tout le monde pense. Et il y a une alternative. Au début, on m'a dit, mais non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. À chaque fois, c'est comme ça. Et on est en train de cheminer, on est en train de changer les choses petit à petit. Mais on ne veut pas tomber d'un excès dans l'autre, ça n'a aucun intérêt. Merci. Échange peut-être pour avancer dans le débat, parce que l'heure tourne et il nous reste moins une grosse dizaine de minutes. Alors, Michel Foucault. Oui, d'abord, je voulais... peut-être on n'a pas fait attention à ça, mais qui est-ce qui vous poursuit au tribunal de commerce? L'association des producteurs, des petits producteurs de Côte d'Ivoire, des petits producteurs familiaux, qui en fait représentent les 3/4 de la production d'huile de palme de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des grandes entreprises. Hein. Donc il faut quand même, on a vite fait de faire l'amalgame entre un produit et les grands trusts physico-chimiques, etc. Ils ont tous Cargill avec eux. Enfin, et tous ceux qui sont... Cargill, non, mais ça me fait rire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tous les Malaisiens qui sont avec eux. Et les avocats n'étaient pas des perdreaux de l'année qui étaient hier soir. Je ne vais pas me situer par rapport au problème des structures industrielles et commerciales. Par contre, je vais me mettre plutôt à la situation de la consommatrice qui, en France, comme d'ailleurs en Chine où il y a de plus en plus d'obèses, etc., sont préoccupés par l'aspect sanitaire. Si, c'est la première chose qu'ils regardent. Et donc là, en l'occurrence, moi je reconnais que l'huile de palme présente un certain risque. Donc il ne faut pas non plus méconnaître ça. Et donc moi je me dis, pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'huile de palme, il y a en gros la moitié qui est constituée d'acides gras saturés et l'autre moitié d'acides gras insaturés. En gros, si on veut schématiser, vous avez d'un côté, pour être dans l'image un peu caricaturale, vous avez une partie, c'est comme de la bougie. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est de l'acide stéarique. Hein. Donc, vous imaginez que vous consommez de la bougie. Bon,
Mais en même temps, la moitié, c'est de l'acide gras oléique. C'est-à-dire, c'est comme l'huile d'olive. Donc, en fait, moi... Donc, c'est très bon et très mauvais à la fois, en gros. Alors, quand on en mange un petit peu, ça va. Mais bon, c'est vrai que si on mange que ça, c'est pas terrible. Donc, donc si je vous... Donc, mon discours... Oui, alors il faut réduire. Enfin, alors, mon discours, arrêter, ma suggestion, y compris pour les politiques, j'en vois, y compris la politique des pays gros producteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'huile de palme est devenue la première huile dans le monde. 50 millions de tonnes par an. Et ça ne va encore que progresser. Parce que les plantations sont jeunes. La différence avec du colza, du tournesol, etc., c'est que quand on plante un arbre, il y en a pour 25 ans. Hein. Donc, structurellement, le rendement va s'accroître au fur et à mesure que les arbres vont grandir. Et qu'ils peuvent être plantés dans des friches forestières, et non pas simplement pour déforester la forêt vierge. Donc, moi, la suggestion que je fais, c'est d'avoir une stratégie industrielle où on va séparer physiquement, par le froid, par exemple, puisque les points de solidification sont à des températures différentes. On peut faire, avec un procédé physique, une séparation des acides gras saturés, qui présentent un risque pour ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires. Ce type de matière grasse peut être transformé en biocarburant, sans problème. Hein. Donc, ça permet de valoriser cette partie-là. Et l'autre partie peut être, alors là, de façon valorisante, mélangée aux autres huiles végétales. Et donc, sur le plan sanitaire, sur le plan pour la consommatrice, tout à fait acceptable, avec les vitamines qui correspondent à ce type de produit. On va jeter son huile d'olive et on va prendre l'huile de palme avec des vertus extraordinaires. En tout cas, une huile qui ne présente pas, je ne vais pas dire on va remplacer. Non, mais je caricature. En tout cas, d'avoir une huile qui ne présente aucun danger sur le plan sanitaire. Michel Foucault, merci pour ces pistes opérationnelles. Maintenant, l'aspect effectivement marché ou débouché. Et alors, réaction par rapport à cette proposition? Est-ce à quel prix Sociafam, peut-être, allons-y. Moi, j'évoquerai volontiers une piste pour répondre à votre préoccupation de la bonne utilisation des sols, éviter la production de masse et la déforestation de masse aussi. Il y a quelque chose qui fonctionne et qu'on pratique déjà, nous, depuis de nombreuses années, c'est d'aller chercher des coopératives de producteurs dans un cadre du commerce équitable, c'est-à-dire dans un cadre qui fait attention à la répartition de la valeur ajoutée tout au long d'une filière et qui permet donc aux producteurs d'origine de pouvoir vivre de leur production, de leurs matières premières, d'une manière décente et d'une manière normale, ou la plus normale possible, en tout cas par rapport à leur situation de production de départ. Et pour prendre un autre exemple, mais qui va chercher quand même des surfaces importantes de production, le monde de la banane, qui peut aussi être un monde de concentration de masse dans la production, on est arrivé à trouver de multiples petits groupements de producteurs qui sont répartis dans différentes zones de production et qui nous permettent de faire de la banane bio et équitable, donc de répondre à une production qui demande du volume de production, parce que c'est quand même le premier fruit consommé au monde en volume, et qui ne détruit pas, il n'a pas la réputation de détruire l'environnement, de déforester, etc., quand on va chercher dans d'autres façons d'approcher le mode du commerce. Et c'est vrai que notre commerce, si on le veut responsable, il faut aussi se poser la question de la répartition de la valeur ajoutée tout au long d'une chaîne et d'une filière. Sébastien, possible pour un autre mode, pour faire différemment du piège dans lequel on est tombé, d'un besoin de production de masse pour satisfaire des besoins de consommation de masse. Il y a d'autres chemins possibles. Alors Sébastien, je vais vous laisser évidemment réagir, mais on est en train les 5 dernières minutes de notre débat. Je vous demandais effectivement de réagir et puis peut-être de conclure une idée que vous auriez aimé développer, que vous n'auriez pas pu, ou insister sur vraiment le mot-clé, le message clé de votre intervention. Allez, c'est le tour de table des conclusions. Alors, moi je salue tout à fait la démarche pour rebondir sur ce que vous disiez. En fait, avec les valeurs de votre entreprise, vous les communiquez à votre supply chain, vous les communiquez à vos fournisseurs et vous recherchez ceux qui sont en adéquation, ou s'ils ne le sont pas, vous leur donnez l'opportunité de progresser vers vos valeurs. C'est exactement ce que fait Système U de la même manière, c'est-à-dire qu'ils définissent leurs valeurs, le changement c'est possible, on peut produire de manière plus responsable, on s'intéresse à notre supply chain, on travaille avec nos fournisseurs
Et c'est exactement ce qu'on pousse. Nous, on pense en tant que TFT, notre objectif, c'est de réduire la déforestation, favoriser une production plus responsable, tout en tenant compte des aspects sociaux. Donc, ce qu'on fait avec les entreprises, quelle que soit la part d'huile de palme qu'elles veulent utiliser, la part de soja, la part de cuir, la part de bois qu'elles utilisent, donc de produits qui ont un impact sur la forêt, on remonte avec l'enseigne, avec ses valeurs, et on essaye de trouver les moyens, innover, comme vous le disiez, innover, pour trouver les moyens avec les fournisseurs de produire d'une manière plus responsable. Et dans le cas de l'huile de palme, c'est intégrer les facteurs sociaux et les facteurs d'usage du sol. Et ça se fait avec la traçabilité et avec l'engagement constructif avec les fournisseurs. Merci Sébastien Sachet de Forest Trust d'avoir participé à ce débat. Tour de table des conclusions, le mot de la fin, le message fort. Voilà. Michel Foucault. Voilà, j'invite les responsables politiques en fait, à essayer d'élaborer une vraie politique industrielle qui permette de valoriser au mieux, en respectant les problèmes de la sécurité sanitaire, mais aussi des responsabilités sociales et environnementales. Et pour cela, eh bien, je les invite en fait à encourager les efforts dans le cadre de la certification sur la responsabilité sociale et environnementale. Il y a un label RSPO à promouvoir, à inciter tous les opérateurs, dans le cadre d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne, à promouvoir cette certification. Eh bien, merci Michel Foucault, un dossier à suivre à l'antenne de Cial TV. Suite des conclusions, Claude Gruffat. Eh ben moi, je conclurai sur le fait qu'il faut changer de paradigme, changer de raisonnement, sortir de la compétition extrême dans laquelle on est, parce que le coût de cette compétition pèse forcément sur quelqu'un dans la chaîne, et c'est le producteur souvent qui paye, ou c'est la terre et la forêt qui payent le prix de cette compétition extrême pour rentrer dans une coopération, dans l'intelligence et dans le fait de poser les réalités telles qu'elles sont. Et c'est vrai que la planète Terre n'est pas si grande que ça, qu'on a besoin maintenant de réfléchir à s'en partager la surface agricole utile réellement pour arriver à subvenir à des besoins grandissants de matières premières alimentaires. Et ce n'est pas par la compétition qu'on y arrivera, c'est vraiment par la coopération. Valeur évidemment qu'on défend chez Biocop, puisque c'est notre statut que de le faire dans cet état d'esprit-là. Mais j'insiste sur le fait que c'est quand même quelque chose qui fonctionne et qui a de l'avenir. On dit maintenant que c'est un statut moderne. Et je rappelle au passage que 2012 est l'année internationale de la coopération et des coopératives, déclarée par l'ONU. Merci Claude Gruffat, président de Biocop. La conclusion des conclusions, Serge Papin. Juste un mot, parce que j'ai été bavard. Il y a une phrase qui est... On est dans les temps. Hein. Qui est célèbre. Le changement, c'est maintenant. On pourrait dire autrement, c'est maintenant. Vous savez que les émissions sont enregistrées, hein, on pourra ressortir hors contexte la phrase. En tous les cas, on a vraiment envie de faire autrement. Ouais, et on est rentré dans cette démarche. Voilà, merci. Merci Serge Papin, président directeur général de Système U. Merci vraiment messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté très nombreux. Merci à nos téléspectateurs et à très bientôt à l'antenne de Cial TV.